Nouvelle-Calédonie, actualité. Plus de sécurité pour les chauffeurs de poids lourds, c'est l'objectif de la nouvelle procédure de contrôle mise en place au port autonome. Les camions sont pesés pour éviter toute surcharge à la sortie des quais. La consommation de cannabis est-elle banalisée en tribu? Nous sommes allés à la rencontre de cultivateurs de la côte Est. Certains ont accepté de nous amener dans leur plantation. L'occasion aussi de questionner les coutumiers. Ils gardent un œil vigilant sur la consommation de drogue. En Nouvelle-Calédonie, le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Plus de 80% des cas peuvent être guéris s'il est découvert à temps. Pour en parler, nous serons en compagnie de Valérie Crespin, présidente de l'association Octobre Rose, en direct de Koumak, où vient de se terminer une marche colorée. Valérie Crespin, bonsoir. Quelle est l'ambiance actuellement sur place à Koné, à Koumak? Bonsoir, l'ambiance est très bonne, les marcheurs viennent d'arriver de la marche. Valérie Crespin, nous vous retrouvons dans quelques minutes dans ce journal. À tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, ce mouvement de grogne aujourd'hui des agents de la bibliothèque Bernheim, un management défaillant, une surcharge de travail et un manque de reconnaissance sont dénoncés. Une grève qui arrive dans un contexte où l'établissement doit fermer ses portes avec le lancement des travaux de démolition. La réouverture étant prévue fin 2024, le personnel s'inquiète de l'avenir de l'établissement. Je vous le disais en titre, c'est plutôt inhabituel pour les chauffeurs de poids lourds. Ce matin, nous avons suivi une toute nouvelle procédure à la sortie du port autonome, le contrôle de pesée. Si depuis 2018, le chargement et le poids des camions sont assujettis à une réglementation, le cadre n'est pas toujours respecté. Objectif pour les autorités, assurer plus de sécurité. Audrey Pouedy. Il y a un dépassement de plus de 5%, effectivement, et donc ils sont en surcharge sur le poids annoncé du conteneur. Donc ça fait que le conteneur, là, au lieu d'être à 30 tonnes 400, il se retrouve à 34 tonnes pratiquement. 32,5 tonnes, c'est le poids maximum autorisé pour qu'un container soit transporté sur un camion ou un semi. Un cadre fixé par une réglementation du Code de la route entrée en vigueur en 2018. Le port autonome et la DI3T disent travailler sur cette problématique depuis le mois de juin. La plupart des conteneurs sont pesés à l'étranger, à l'extérieur. Quand un conteneur part d'un port pour venir en Nouvelle-Calédonie, il est pesé et tous les documents qui détaillent la cargaison du conteneur sont sur un manifeste et donc la masse du conteneur est définie sur le manifeste. Il peut arriver parfois qu'il y ait des écarts entre la masse indiquée sur le manifeste et les écarts en réalité. Défaut de balance, intention de vouloir surcharger le container pour réaliser des économies de transport, plusieurs possibilités existent. Toutefois, la problématique pèse, car si les containers sont pesés à l'étranger avant d'être envoyés, ils ne le sont pas systématiquement à l'arrivée, ce qui amène certains poids lourds à être surchargés, en situation illégale, et à faire encourir des risques aux usagers de la route. Nous, on est favorable à des contrôles réguliers pour justement avoir une vision claire qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale entre les acteurs. On est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on a des restrictions, mais qui sont à la fois normales, et de l'autre côté, on a la pression de la clientèle qui, elle, veut continuer dans un monde concurrentiel de garantir ses prix de revient de marchandises. Donc après, il faut juste trouver le bon équilibre entre la gestion de la sécurité et la gestion de la concurrence. Ce premier contrôle de pesée aura duré 2 heures. Selon les organisations sur place, il est amené à se développer dans le temps. Au total, plus d'une dizaine de véhicules ont été contrôlés. 6 ont eu une contravention pour surcharge illégale. Une amende s'élevant à 15 000 francs. On reste au port où est prévu le retour des bateaux de croisière la semaine prochaine. Les croisiéristes qui devaient se rendre sur Lifou le 6 octobre a été reporté au mois de novembre. La pénurie de médecins que connaît l'île serait la raison de la décision du grand chef du district de Oued, Jean-Baptiste Oukenezo Siazé.
Bonne nouvelle, à compter de samedi, le prix du carburant à la pompe diminue de la manière suivante. 8,8 francs de moins pour l'essence qui passe à 181,9 le litre, moins 2,4 francs pour le gasoil, soit un prix de 185,5 francs le litre. La centrale flottante de la SLN sera-t-elle vraiment temporaire? La province Sud l'a réaffirmé dans un communiqué signé hier. De ce fait, la société ne pourra pas l'exploiter plus de 3 ans sous peine de sanctions. Les explications de Océane Dacunia. Centrale accostée temporaire, a priori tout est dans le nom, pourtant le doute plane, cette centrale électrique flottante sera-t-elle vraiment temporaire? La province Sud a été très claire en signant hier un arrêté pour autoriser son exploitation. La barge pourra rester 3 ans maximum, sans dérogation possible, sous peine de sanctions plus ou moins réalistes. La barge serait évacuée, la SLN devrait s'acquitter d'une amende d'environ 1,8 million de francs et des poursuites pénales serait engagée. D'ici ce délai de 3 ans, la SLN a l'obligation de trouver une autre solution pour s'alimenter en électricité. Sous-entendu, elle devra utiliser des énergies renouvelables pour espérer remplir les objectifs posés d'abord par l'accord cadre signé en mai dernier entre les institutions et les industriels, avec 70% d'énergie renouvelable d'ici 2030 contre 20% actuellement, puis par la convention signée par le gouvernement en début d'année. La SLN avait obtenu l'autorisation d'exporter 2 millions de tonnes de minerais bruts supplémentaires chaque année jusqu'en 2029. En parallèle, le métallurgiste devait tenir différents engagements, par exemple développer une énergie électrique décarbonée, c'est-à-dire basée sur les énergies renouvelables dès 2026. Des équipements qui s'inscrivent dans la nouvelle stratégie de la SLN qui souhaite baisser le coût de son énergie, aujourd'hui trop dépendant des cours du pétrole. Passons maintenant au 4e volet de votre feuilleton consacré aux drogues en circulation dans le pays. Ce soir, nous vous amenons sur la côte Est, au cœur d'une tribu. Cultivateurs et coutumiers se livrent devant nos caméras et nous racontent comment la chefferie compose avec cette drogue de plus en plus cultivée et consommée par la jeunesse. Regardez le reportage de notre rédaction. Je plante surtout pour ma consommation. Ouais, des fois je fais beaucoup, puis là si je peux me faire des pièces, je me fais un peu de pièces. Sinon je plante là pour ma consommation. Puis ça peut monter jusqu'à 100 000. Mais ça va servir à quoi? Voilà, comme tu vas faire la tribu, tu sais pas, tu vas faire quoi? C'est un peu à manger, mais déjà à manger, après tu fais n'importe quoi avec alcool, soit tu vas prendre une voiture. Toi, ça t'est déjà arrivé de faire ça? De calculer une voiture? Oui, j'ai voulu plusieurs fois. J'ai déjà acheté des fusils avec. La consommation, on voit ça remonte de plus en plus. Hein. On voit que les jeunes, ils fument très jeunes, quoi. Peut-être quelque part, le jeune il a besoin de ça aussi, comme il ne travaille pas. Parce qu'il plante, puis voilà, il ne se fait pas chier pour aller chercher du travail quelque part. Comme tous les autres jeunes, ils font. Ils restent à la tribu, ils font que ça. Il est dans son coin, ils sont entre eux, ils se discutent entre eux. Ils ne sont pas là en tête des discussions des vieux, ils ne participent pas. Chaque tribu, il y a toujours quelques vieux qui ont anti-drogue, ils vont donner des renseignements sur lui, là, ils vont le dénoncer. Ah, lui, il plante, voilà, sa domicile, il reste là. Ah, les vieux d'ici, ils sont partis voir la gendarmerie, où ils ont fait un grand balayage dans la tribu. Il fait plein de descentes avec l'hélico. Voilà, les camions, tout ça. Dans l'hélico, mais on sait que c'est un vieux de la tribu qui est dedans, puis qui dirige l'hélico, qui est avec les gendarmes. Moi j'en ai parlé avec des gendarmes, parce que les gendarmes m'ont demandé s'il y avait des grandes plantations. Moi j'ai dit moi j'en sais rien, c'est pas mon travail d'aller chercher. Moi je suis là en tant que
grand chef coutumier. Et je leur ai dit, mais vous, quand il y a un pied de cannabis qui est là vous rentrez où? Il dit, mais non, on va pas, parce que peut-être lui, c'est sa propre consommation. C'est quand il y a à partir de 5 ou 10 qu'ils interviennent, parce qu'il sait qu'il y a du trafic par là, ou c'est comme ça, c'est ça. Je n'ai plus trouvé une seule tribu ici où il n'y a pas de cannabis. C'est trop... C'est banal, ça fait partie de la vie ici, partout. Bon aussi de toujours avoir un champ d'igname, t'es canac, toi. Faut assumer, c'est ta culture. Tu plantes aussi ton cannabis, c'est pas à nous ça. Nous les trucs à nous c'est igname, faut qu'on plante, t'arroses. Pour le cannabis là, petite consommation, tu vas planter après. Pas obligé d'être esclave de ça, que planter ça. Et demain soir, c'est sur le volet judiciaire du trafic de drogue que vous emmènera notre feuilleton. Plus de 500 dossiers sont instruits chaque année par le parquet de Nouméa en matière de cannabis. En même temps, très peu concernent les drogues dures, ce qui crée un sentiment de justice à deux vitesses. Direction maintenant la commune de Koumak où s'est déroulée cet après-midi la marche colorée de l'association Octobre Rose, une initiative pour sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Plusieurs ateliers ont été proposés en fin de journée. Je vous propose de retrouver Valérie Crespin, la présidente de l'association. Bonsoir. Alors Valérie, rebonsoir. Alors, la marche colorée vient de se terminer. Comment s'est-elle passée et quelle est l'ambiance actuellement sur Koumak? L'ambiance est très bonne, on voit tous les visages souriants, on voit les personnes avec plein de couleurs sur elles. Voilà, il y en a encore qui sont en train de danser. Alors au pays, une femme sur 8 a un cancer du sein. Chez nous comme dans le monde, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Est-ce que apprendre les bons gestes de l'autopalpation, par exemple, permet de vite dépister un problème? Oui, on peut faire l'autopalpation. Je dirais plus en brousse parce que justement il y a des endroits où il n'y a pas de sage-femme, où il n'y a pas de médecin. Donc c'est bien que les femmes sachent faire l'autopalpation. Et aujourd'hui, on a la sage-femme de l'hôpital de Koumak qui leur apprend. Alors justement, comment ça se passe actuellement cet atelier? Est-ce que les femmes vont facilement apprendre à s'autopalper les seins? En fait, l'atelier autopalpation, on l'a mis devant l'entrée de la mairie. Comme ça, les femmes, elles arrivent, elles voient qu'il y a ça et elles participent. Alors, toutes les femmes de 50 à 74 ans bénéficient tous les 2 ans d'une mammographie de dépistage gratuite qui peut permettre de découvrir des cancers de toute petite taille ou augmenter les chances de guérison. À partir de 50 ans seulement, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire plus tôt? Alors, il y a une précanisation européenne qui dit qu'il faut passer à 45 ans. Et qu'est-ce que vous dites, vous, aux femmes qui viennent ce soir? Vous leur dites d'aller avant 50 ans se faire dépister? Non, on leur dit pas d'y aller à 50 ans, on leur dit qu'elles ont le bon de l'agence sanitaire, qu'elles y aillent, qu'elles participent. Quels sont les autres conseils ou informations que vous donnez là ce soir sur Koumak? On fait un peu de prévention au niveau de l'activité physique, justement, au niveau de la marche. On fait aussi de la prévention au niveau de l'alimentation. Et le conseil qu'on donne aux femmes à partir de 50 ans, c'est vraiment d'aller se faire dépister. On sait que seulement 35% des femmes le font. Avant de vous laisser, peut-être un dernier conseil en cas de doute, si une femme a des doutes par rapport à quelque chose qu'elle peut ressentir au niveau des seins, qu'est-ce qu'elle doit faire? Que doivent-elles faire? Elles doivent se rendre chez leur médecin ou chez la sage-femme. Est-ce qu'elles peuvent aussi peut-être vous contacter? Non, nous au niveau médical on fait rien. Nous on aide les personnes qui sont malades. On peut leur apporter une aide. Une dernière question, quelle sera la suite durant tout le mois d'octobre après cette première marche colorée, cette première action sur Koumak? Est-ce que vous prévoyez d'autres actions? Oui, on prévoit samedi prochain le Tamouré Marathon à Koné. Le samedi 8 octobre, la VKPN à Pointe-Boute. Et le vendredi, pour les gens de Koumak, le vendredi 7 octobre, au marché municipal de Moselle à Nouméa, il y aura une vente de t-shirts faite avec les élèves du lycée Escoffier. Valérie Crespin, la présidente de l'association Octobre Rose à Koumak, merci et belle soirée à vous du côté de Koumak.
De rien, je vais vous répéter le numéro de l'association, c'est le 81 55 78 et on a une page Facebook Octobre avec un K rose. Merci. Octobre rose et Octobre avec un K. C'était Valérie Crespin du côté de Koumak. Aujourd'hui, la côte Est était placée sous vigilance jaune forte pluie, une météo capricieuse qui a eu raison du lycée Augustin Thie de Touhaut qui, à 16h, a dû libérer l'ensemble des élèves dans les internes. Quant aux lycéens des établissements de Wailou et Pointe-Dimy, ils seront transportés demain vendredi à aux horaires habituels. Du sport à présent, plus de 190 nageurs s'affronteront ce week-end au Wentoro. À l'invitation de l'Olympique Nouméa Natation, une délégation est arrivée de Tahiti pour participer à ce premier meeting international. Mais avant la compétition, des échanges sportifs entre athlètes ont ponctué la semaine. Duke Menango a lui aussi enfilé son bonnet de bain. Regardez. 12 Tahitiens et presque autant de Calédoniens dans un même bassin. Ici, au centre aquatique de Dembéa, le staff comme les nageurs des deux pays se mêlent pour des entraînements en commun. Pour Tehiva, c'est un exercice particulier qui permet aussi aux compétiteurs de se jauger avant les confrontations de ce week-end. On va faire du repérage sur nos adversaires amis pendant l'entraînement calédonien. Pour ce week-end, ça va nous donner vraiment de grandes informations sur les nageurs calédoniens, comment ils se déplacent sous l'eau, comment ils s'organisent. Ces rencontres sont à l'initiative des clubs qui prennent en main les choses car à l'échelle pays, la natation traverse des difficultés, notamment en termes de formation des encadrants techniques. On a des nageurs qui s'entraînent ici au collège avec des classes horaires aménagées. Après, ça devient un peu plus compliqué, donc il y a beaucoup de nageurs qui quittent le territoire pour aller s'entraîner en métropole. Et c'est vrai que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir les accueillir un peu plus longtemps ici. Et pour ça, créer des conditions à la fois dans les clubs et en termes d'émulation à travers notamment des rencontres comme ce premier meeting international. Du côté des encadrants tahitiens, en plus de l'émulation collective, ces échanges sont aussi un moyen de prolonger et d'améliorer la restructuration de la natation en fénois, qui s'avère déjà payante. Allez, appliquez-vous là-dessus. À Tahiti, on a essayé de restructurer depuis quelques années, et notamment avec les sections sportives des clubs. On a 4 clubs qui font un gros travail de formation de nageurs, et donc au sein des sections. Et ensuite, on a créé un centre de performance fédéral, ça s'appelle les centres de performance polynésiens. C'est apparenté à un pôle en fait, où ils ont des horaires aménagés, les nageurs. Ils ont kiné, préparateur physique, un coach dédié à la structure, et ça c'est nouveau depuis cette année. Et oui, on essaye de progresser et d'essayer de rattraper l'écart qu'on avait, notamment avec la natation calédonienne. Si après le meeting international de Nouméa, les nageurs de nos deux pays pourront s'affronter aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon en 2023, les Jeux de Tahiti 2027 sont déjà dans tous les esprits. À Kawawa, les enfants ne manquent pas d'occupation lors des journées pédagogiques. Hier, accompagnés des animateurs de la mairie, ils sont allés à la tribu de Konoe-Shawe. Au programme, visite chez un apiculteur, une activité qui a eu beaucoup de succès, un reportage de Vanessa Kédé. Non, voilà, c'est avec le soleil. Mais s'il y a une lumière proche là, ils vont aller dans la lumière, ils vont croire qu'il fait jour encore. Après ils vont mourir parce que voilà, c'est gaspillé, c'est à cause de la lumière. Et que les abeilles ne peuvent pas aller quand il pleut ou quand il y a des gouttes de pluie parce que leurs ailes peuvent être mouillées et elles peuvent tomber par terre. Comme Fallon, tous ont beaucoup appris sur l'abeille, son évolution et même jusqu'à la disposition des ruches. Il y a normalement 2 ruches et que tout en bas, c'est là où il y a la reine et ses bébés. Et en haut, c'est là où il a le miel et tout. On a appris aussi que la reine, les reines, ils se bagarrent pour faire la nouvelle reine. Chacun de ces enfants a pu approfondir leurs connaissances en apiculture et surtout régaler leurs papilles.
j'ai goûté que c'était très clair et à un autre moment j'ai goûté où c'était très foncé. Je préférais celui-là où c'était très foncé. Lors de la prochaine et dernière journée pédagogique, les enfants iront à Koné. Le matin, ils feront des activités et l'après-midi, ils se rendront à la piscine de Pointe-Boute. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.